toutes et tous. D'abord, je veux dire un mot sur le contexte terrible dans lequel on se situe aujourd'hui. Le contexte qui fait que chacune et chacun, je pense, le soir, on a un peu le même réflexe, on allume la télé puis on l'éteint très vite. Parce que quand on allume la télé, on voit des bombes qui s'abattent sur des civils, on voit des mises en opposition entre, d'un côté, l'antisémitisme, de l'autre, le racisme, des victimes qui n'ont pas le même poids, la même importance en fonction de leur couleur. Et quand on allume la télé, on voit une banalisation sans précédent de l'extrême droite, de ses thèses, de ses dirigeants, qui, pour la première fois, du fait de cette stratégie de banalisation assumée, organisée au plus haut sommet de l'État, est en position d'accéder au pouvoir. Cette situation, elle est grave, et c'est ce qui conduit la CGT à prendre 3 initiatives. La première, c'est évidemment le combat pour la paix. C'est la raison pour laquelle la CGT appelle à manifester samedi pour un cessez-le-feu immédiat, pour que les bombes arrêtent de pleuvoir sur les civils palestiniens. Bravo, bravo, bravo. Alors qu'il y a déjà plus de 10 000 morts, dont 5 000 enfants. La deuxième initiative, c'est celle que nous avons lancée le 5 octobre dernier pour dénoncer le racisme, l'antisémitisme et l'extrême droite. Et ça, nous le faisons ensemble, sans mettre en opposition et surtout sans faire croire qu'on pourrait dénoncer l'antisémitisme avec l'extrême droite, alors que l'extrême droite d'aujourd'hui est l'héritière directe de celles et ceux qui ont déporté 6 millions de juifs et qui ont torturé et déporté Henri Krasuki, notre ancien secrétaire général, déporté parce que résistant, juif et polonais. Et puis la troisième initiative de la CGT, c'est évidemment celle d'aujourd'hui, celle qui vise à remettre les questions sociales sur le devant de la scène. Parce que le problème, c'est que depuis un mois, on n'entend plus aucune intervention, question, réaction sur la situation sociale, alors que les salaires ne permettent plus de vivre pour des millions de travailleuses et de travailleurs, alors qu'il y a des fermetures qui se multiplient dans des dizaines d'entreprises industrielles, comme Aflin qui est menacé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est important pour nous d'être présents ici parce que Flins, c'est un symbole. C'est le symbole de la casse de l'industrie automobile et c'est le symbole d'ailleurs de la casse de l'industrie tout court. L'industrie automobile parce que, vous le savez, le patronat lui-même chiffre à 50 000 emplois en 3 ans le nombre d'emplois dans le secteur de l'automobile qui, si on ne fait rien, vont être supprimés. Et encore, ce chiffrage est à minima puisqu'il n'intègre pas l'aval, la réparation, etc. Pourquoi ces suppressions d'emplois ? Pas parce qu'il y a une baisse des ventes, pas parce qu'il y a une baisse des marges, mais parce qu'il s'agit d'une stratégie des groupes avec l'aval des pouvoirs publics. Cette stratégie, on nous dit qu'elle est tournée vers la décarbonation, après qu'on nous ait expliqué pendant 50 ans que le diesel était bon pour l'économie, qu'il était bon pour la France, que la France avait raison de tout centrer son industrie automobile sur le diesel, et que le diesel était sans aucun impact ou avec un impact marginal sur la santé et l'environnement. Est-ce que ça veut dire que nous devons faire confiance à ceux-là, à ceux qui nous ont expliqué qu'il fallait tout miser sur le diesel en matière de stratégie de décarbonation et en matière industrielle? Non, évidemment. Ce que nous leur demandons, ce que nous demandons aux multinationales qui sont responsables de ça et aux pouvoirs publics qui ont accompagné ces stratégies scandaleuses, c'est qu'ils nous expliquent comment ils vont payer la facture environnementale et sociale causée par leur politique, alors que 50% des sites de l'industrie automobile sont menacés à très court terme par leur politique, et alors qu'il y a 37 millions de véhicules particuliers et 6 millions de véhicules utilitaires qu'il faut décarboner dans un contexte extrêmement court. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les constructeurs s'en lavent les mains et pressent les pouvoirs publics de financer la transition écologique. C'est à la fois irresponsable et inacceptable parce qu'ils sont responsables de cette catastrophe sociale et environnementale. La stratégie financière des grands groupes les conduit à privilégier uniquement les modèles permettant de faire le plus de marge plutôt que ceux qui répondent aux besoins sociaux et environnementaux. La preuve, c'est que Flins est mise en difficulté par quoi ? Pas par la fin de la production d'un véhicule thermique, mais par la fin d'un véhicule électrique. Donc où est le problème environnemental ?
La fin de la production de la Zoé n'aurait jamais dû avoir lieu sans un nouveau projet de production de véhicules électriques ou à énergie décarbonée, seul capable de maintenir un haut niveau d'emploi et un haut niveau de garantie collective. Et contrairement à ce qu'expliquent les constructeurs automobiles, oui, il est possible de produire en France des véhicules populaires à prix accessible. Les ingénieurs de Renault, comme ceux de Stellantis, ont construit des projets de petits véhicules, jamais sortis des cartons, car considérés comme pas assez rentables. D'ailleurs, c'est quand même l'ironie de l'histoire d'entendre aujourd'hui, comme par hasard, la direction de Renault nous annoncer qu'ils allaient enfin sortir un véhicule à moins de 20 000 euros, mais effectivement tout en précisant que ce véhicule ne sera pas produit en France. La preuve qu'il est possible de produire en France un véhicule à moins de 15 000 euros, c'est que la CGT est en train de monter un projet avec la métallurgie à Bordeaux de véhicules qui serait autour de 14 000 euros, intégralement produits en France, électriques, et donc qui concilie les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux. La preuve, c'est aussi ce qui se passe à l'international. Il suffit de regarder ce qui se passe au Japon, où le prix du travail est à peu près similaire à la France, et où l'État nippon a imposé à Renault-Nissan, donc on connaît bien puisque c'est le même groupe, de produire au Japon un véhicule électrique à 17 000 euros. Pourquoi est-ce que ce qui est possible au Japon ne serait pas possible en France? Alors, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le capital n'en a rien à faire, mais rien à faire de la question environnementale. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur journée dans des univers climatisés, parce que les conséquences environnementales ne sont pas pour eux, c'est pas eux aujourd'hui qui sont les pieds dans l'eau dans le Pas-de-Calais, c'est pas eux hier qui ont eu leur maison sans électricité avec d'énormes dommages en Bretagne, c'est pas eux qui sont en Savoie avec des inondations sans précédent. Non, eux, ils trouveront toujours un endroit sur cette planète qui sera habitable pour les ultra-riches, pour lesquels il y aura toujours des paradis. L'environnement n'est pas un problème pour eux, au contraire, l'environnement c'est une nouvelle niche spéculative. Ça s'appelle le capitalisme vert. Et leur but, c'est de créer encore de l'argent pour les ultra-riches à partir du défi environnemental. Et donc la conclusion, c'est quoi? C'est qu'il ne faut surtout pas que nous laissions la question environnementale au capital et aux patrons. C'est que c'est à nous de nous emparer de cette question environnementale pour travailler les alternatives sociales et environnementales, sinon ils continueront à nous envoyer dans le mur à grande vitesse. C'est l'objectif de la CGT qui a lancé il y a quelques semaines notre plan d'action syndicale pour l'environnement. Le but de ce plan d'action syndicale pour l'environnement, c'est que toutes nos fédérations, tous nos territoires, tous nos syndicats évaluent l'impact de l'environnement sur leur situation, parce qu'il y a déjà des impacts actuels en matière de réchauffement climatique, et évaluent aussi les leviers pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre de leurs activités, et que ce travail permette de multiplier les projets alternatifs de façon à ce que ce soit nous qui écrivions notre avenir et qu'on ne soit plus dépendants des capitalistes pour ce faire. Notre initiative, elle se tient dans la suite du Forum de l'automobile organisé par la Fédération des métaux en mai dernier, qui s'inscrit justement dans ce plan d'action syndicale pour l'environnement. Il s'agit d'un travail entre la Confédération, la Fédération, l'Union départementale et le syndicat. Notre approche justement dans ce plan d'action syndicale pour l'environnement, c'est d'allier les revendications et les propositions pour l'ensemble de la filière et des salariés, mais à partir de la situation concrète de l'emploi et des sites industriels. En 40 ans, le nombre d'emplois dans l'industrie a quasiment été divisé par 2. La France a totalement raté les virages du numérique et du digital, et en particulier sur le véhicule électrique face à l'Inde ou la Chine par exemple. Pourquoi cette situation? Eh bien tout simplement parce que la France a abandonné sa politique industrielle au profit de celle des multinationales. Les multinationales rivalisent d'imagination, elles ont tour à tour pris comme prétexte le coût du travail, puis les 35 heures, puis le fait qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la recherche, pour aller pleurer, pour récupérer toujours plus d'aides publiques, ce qui conduit à ce qu'aujourd'hui, nous alimentions avec nos impôts les plus grandes multinationales avec chaque année 200 milliards d'euros d'aides publiques sans condition ni contrepartie, qui sont maintenant une drogue à accoutumance pour les grands patrons. Alors nous, à la CGT, on a un petit message, on est contre les addictions, et donc on veut bien les aider à se sevrer, mais il serait temps de s'y mettre. La CGT, pour sortir de ce marasme industriel, elle a 5 propositions clés.
La première, c'est évidemment la question des aides publiques avec le kit de sevrage qu'on met à disposition des grands patrons. Ces aides publiques, elles doivent être conditionnées à des objectifs en matière d'emploi, en matière de recherche, en matière d'égalité salariale femmes-hommes, par exemple. C'est quand même scandaleux que des entreprises aient des aides publiques tout en ayant des salaires plus faibles pour les femmes. À des objectifs en matière environnementale, de façon à en faire un levier pour transformer le tissu productif. Nous avons une proposition toute simple, c'est que le CSE, les représentants du personnel, aient un droit de contrôle sur les aides publiques, de façon à pouvoir suspendre les aides publiques des entreprises qui ne jouent pas le jeu. Ça aurait permis, par exemple, à Flins, à ce que les camarades puissent suspendre les aides publiques de Renault dans le contexte d'arrêt de la production de la Zoé à Flins. La deuxième proposition, c'est évidemment de sécuriser l'emploi, le travail et les garanties collectives des salariés avec notre proposition de sécurité sociale professionnelle, une proposition qui est portée de longue date par la CGT, mais qui prend tout son sens dans ce contexte environnemental. Oui, on sait qu'il y a beaucoup de sites industriels qui devront être transformés, mais non, c'est inacceptable qu'en permanence, on soit les premiers sacrifiés et que ça soit toujours nos emplois qui soient remis en cause. Et donc la première chose pour faire cette transition environnementale, c'est de sécuriser les emplois et les garanties collectives des salariés, de garantir une formation quand il faut changer de métier ou transformer l'industrie, de façon à ce qu'on puisse continuer le travail, la production avec les mêmes salariés. C'est ce que nous avons gagné à Gardanne, où suite à une lutte historique de plus de 5 ans, le syndicat CGT, l'union départementale, les fédérations concernées ont forcé les pouvoirs publics et le patronat à mettre en place un contrat de sécurisation professionnelle qui maintient le salaire, les garanties collectives des salariés de cette ancienne centrale à charbon jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau projet de production de gaz par un procédé de méthanation qui garantisse le maintien du travail de l'ensemble des salariés concernés. Et c'est ce qu'il faut généraliser à toute l'industrie, cette sécurité sociale, professionnelle et environnementale pour garantir le maintien de l'emploi et des garanties collectives. La troisième proposition de la CGT, c'est évidemment de s'interroger sur la politique, les stratégies de l'État actionnaire. L'État actionnaire, ici, vous connaissez, puisque l'État est actionnaire de Renault. Mais par contre, ce même État nous explique qu'il ne peut jamais rien faire sur le salaire mirobolant du PDG, sur ses stratégies de délocalisation et sur sa casse sociale et environnementale. Il faut sortir de cette logique mortifère de bradage de nos bijoux de famille. Je ne citerai que France Télécom, Air France, Gaz de France, ADP, Renault, etc. Il faut un bilan des privatisations, un bilan de la stratégie financière de l'État via la Banque publique d'investissement, la Caisse des dépôts et des consignations et l'Agence de participation de l'État. Et nous pensons à la CGT qu'il faut recréer de vrais pôles publics, industriels et énergétiques avec des objectifs environnementaux et sociaux, incluant bien entendu le développement des territoires. La quatrième proposition, c'est évidemment le fait d'en appeler à la responsabilité de l'État et de la puissance publique, qui sont aussi des clients. Il faut promouvoir dans la commande publique et les investissements publics des normes contraignantes en matière d'investissements sociaux et environnementaux, à commencer par l'interdiction de la sous-traitance en cascade. Il faut que dans toute commande publique, il y ait l'interdiction de plus d'un niveau de sous-traitance pour enfin responsabiliser les donneurs d'ordre. Enfin, ça n'est plus possible que les salariés soient limités à être des passagers clandestins sur les débats stratégiques des entreprises. On sait, on le voit, à chaque fois, sur tous les débats stratégiques, ce sont les salariés qui sont porteurs de l'intérêt général en matière sociale ou en matière environnementale. C'est plus possible qu'on soit seulement sur des strapontins dans les conseils d'administration limités à 1 ou 2 administrateurs salariés qui n'ont d'ailleurs en général même pas le droit de communiquer en direction des salariés. Il faut qu'il y ait des salariés massivement dans les conseils d'administration, dans les comités stratégiques, dans les comités d'audit, pour permettre la prise en compte de la parole des travailleuses et des travailleurs. Les multinationales structurent aussi des territoires. Il n'est pas entendable qu'une décision soit prise dans le secret d'un conseil d'administration et que quelques administrateurs aient le droit de vie ou de mort sur un site, sur des entreprises sous-traitantes, sur des emplois directs ou induits, ou même sur tout un territoire. Les collectivités, les syndicats, les représentants des entreprises sous-traitantes, comme les syndicats de ces entreprises, doivent être associés en amont sur tous les projets qui ont un impact sur leurs activités. La CGT a des propositions en la matière, comme par exemple le CSE entre donneurs d'ordre et sous-traitants.
Lors des restructurations, nous exigeons un droit prioritaire d'examen des propositions alternatives qui n'existent pas aujourd'hui. Les exemples ne manquent pas, comme chez Clestra. Si les salariés et la CGT avaient eu le droit de choisir le repreneur, les frères Jacot n'auraient pas pu percevoir les 4 millions de subventions publiques et n'auraient pas mis à exécution la fermeture du site d'Illkirch, qui a pour conséquence de mettre à la rue plus de 120 salariés. Il est tout aussi anormal que lorsque les salariés qui ont la meilleure expertise travaillent un projet industriel viable économiquement, respectueux des normes environnementales et sociales, ils se heurtent à un actionnaire récalcitrant, à un État qui refuse de les financer, alors que c'est l'intérêt général qu'ils et elles défendent. Alors pour conclure, camarades, ça n'est qu'un début aujourd'hui, continuons le combat, comme on le dit à la CGT. Vous l'avez vu, on s'est mobilisé ces derniers mois sur des luttes très importantes, avec des succès, de Gardanne à Verbaudet par exemple, avec des avancées importantes comme à Val-d'Une, où nous avons forcé l'État à dire que Val-d'Une devait vivre et devait être maintenu en France, où nous avons forcé Alstom et la SNCF à dire qu'elles étaient prêtes à participer à l'avenir de Val-d'Une et où maintenant ce qu'il faut garantir, c'est la reprise et l'avenir de Val-d'Une. Nous nous battons avec les camarades de Clestra, nous nous battons avec les camarades de Renault ici aujourd'hui pour garantir un maintien, l'avenir sur l'industrie française. Alors camarades, dans ce contexte, ce qui est important, c'est toujours d'être fiers de notre lutte, d'être conscient de notre force et de se dire que oui, tout camarades, tout est à nous, rien n'est à eux.